Pour moi, c'est toujours une joie de monter dans ce train et de prendre mon service. Et si nous prenions un billet de train pour le Vietnam ? « 6 heures viennent de sonner à Hanoï, la capitale de la République socialiste du Vietnam. Sur la place Ba Dinh a lieu la cérémonie de levée de drapeau. L'hymne national du Vietnam résonne en présence d'anciens combattants. Le long conflit qui a opposé le Nord-Vietnam au Sud-Vietnam et leur réunification tardive ont profondément marqué la population. Voici un site hautement symbolique. C'est en effet d'une tribune de la place Ba Dinh que le 2 septembre 1945, le révolutionnaire et président du gouvernement provisoire Ho Chi Minh a lu solennellement la déclaration d'indépendance de la République démocratique du Vietnam. Un immense mausolée abrite sa dépouille. La réunification n'est proclamée qu'en 1976 à l'issue de la guerre du Vietnam et donne naissance à l'actuelle République socialiste du Vietnam. Situé en plein centre de la capitale de plusieurs millions d'habitants, le lac Huan Kim. Ici, beaucoup de gens sont confiants en l'avenir. L'eau a coulé sous les ponts depuis la fin de la guerre, il y a 50 ans. Et dans ce pays où tout est allé si vite, l'infrastructure des transports a pris du retard. Les chemins de fer ne font pas exception à la règle. Il faut se lever de bonne heure pour régler la circulation. Long en sait quelque chose. Il a 12 ans d'expérience à raison de 12 heures par jour. Et son travail demande une vigilance de tous les instants. C'est normal quand on travaille ici. Au Vietnam, on a l'habitude de dire qu'il faut accepter son destin. J'avais presque 30 ans quand je suis arrivé ici et j'avais fait des tas de petits boulots avant. C'est mon destin de travailler ici. Et d'ailleurs, la mère de Long n'a jamais rien connu d'autre. L'étroitesse du passage a de quoi étonner. Pour les riverains, c'est tout un style de vie, y compris pour Huon, qui a été garde-barrière pendant 32 ans. Elle habite ces lieux depuis tout autant. Je me suis dit que cet endroit serait bien pour y vivre. Et j'ai construit notre maison ici. La société de chemin de fer n'était pas contre. Alors on s'est établi. Mon fils aîné vit ici depuis longtemps. Quand il a terminé sa journée, Long sort ses oiseaux, longe la voie ferrée sur quelques mètres. Il est déjà chez lui. Le repas de famille réunit 3 générations. Sa femme, ses enfants et sa mère. Pendant ce temps, dans le centre-ville coloré,
La cuisine vietnamienne se déploie dans tous ses éclats. Surtout dans la rue Tay In, la rue de la bière, un lieu incontournable de la vie nocturne. Le lac Huan Kim et son indicible beauté. On y joue l'air d'une chanson qui compte le retour en train à la maison. La gare est à 2 pas d'ici. Le guichet est dans la salle d'attente. C'est si courant de prendre le train au Vietnam. Nous allons monter dans le Saigon Express numéro 1 qui part à 22h15. Kính thưa quý khách, nhà ga xin mời quý khách có vé tàu SE1 vào ga lên đoàn tàu đỗ trên đường sắt số 1. Le chemin de fer, construit sous la domination coloniale française, a joué un rôle important dans l'histoire du pays. C'est ce que nous explique un vétéran de 79 ans. Il opte très souvent pour ce moyen de transport qui est resté pour lui un symbole fort. Il aura tout le loisir de nous raconter pourquoi pendant ce long trajet. Le train part pile à l'heure. Nous voici embarqués pour un voyage de plus de 32 heures. Bordé par la mer de la Chine méridionale, le Vietnam est situé en Asie du Sud-Est. Voici à quoi ressemblera notre périple dans les grandes lignes. Nous allons parcourir les quelques 1700 km qui séparent Hanoï de Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon. Mais pour l'heure, notre train fait l'objet de toute l'attention et on vient de loin pour le voir passer. On est dans la rue Dong Tao, la bien nommée rue du chemin de fer. Comme tant de riverains, Linh tient un café juste à côté de la voie ferrée. Si certains fuient le vacarme du train qui passe, d'autres viennent ici spécialement pour siroter un verre en écoutant les roues qui grincent sur leurs essieux. Il n'y a pas qu'au Vietnam qu'elle est célèbre. On connaît notre rue dans le monde entier. Et les touristes viennent ici pour vivre des sensations fortes. Ils veulent s'asseoir au plus près des trains et les sentir passer à quelques centimètres de leur visage. Je crois que ça n'existe pas ailleurs que chez nous. Il fut un temps où dans certains restaurants, les serveurs traversaient la voie pour rejoindre la clientèle. Cette pratique, jugée dangereuse, est interdite aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de trains aujourd'hui. Il en passait un toutes les heures autrefois. C'est ce qui rythme ma vie et celle de mon enfant. Il les voit défiler depuis qu'il est tout petit et il a 8 ans aujourd'hui. Mais il ne risque rien et les touristes non plus. Les gérants de café veillent à leur sécurité. Ils se sentent responsables. Ce travail lui donne parfois des frissons, mais le jeu en vaut la chandelle. Autrefois, la ligne également appelée Trans-Indochinois, ou Nord-Sud, était censée être l'épine dorsale du pays. C'est à ce titre qu'elle a subi de nombreuses destructions pendant la guerre, nous assure Quy,
notre conducteur de locomotive. Un an après la réunification des deux parties du pays, à partir de 1976, la ligne était à nouveau praticable sans interruption. Depuis la libération du Sud-Vietnam et la réunification du pays, des trains relient Hanoï à Saigon et rapprochent les citoyens des deux parties opposées du pays. Grâce au train de l'unité, nous amenons des gens du nord vers le sud et du sud vers le nord. Un train, symbole du pays réunifié et uni. Un train de la réconciliation entre les ennemis jurés d'une époque révolue. Plus de traces aujourd'hui du conflit qui a déchiré ce peuple il y a 50 ans. Notre train traverse paisiblement la nuit. Le moment est on ne peut mieux choisi pour rendre visite à Ban. À partir de 1967, il a combattu dans le Nord aux côtés de ceux qui ont vaincu les communistes vietnamiens. Vì tôi là cái người mà đã được báo tử tới. Ma famille a eu droit 4 fois à mon avis de décès. En 1968, en 1970, en 1972 et en 1974. Pas une fois, mais 4 fois au total. C'est pourquoi, lorsque je suis rentré à la maison, ce fut une grande surprise pour ma famille. J'ai été déclaré mort 4 fois et je suis quand même revenu vivant. Au point que sa mère lui avait érigé un hôtel. Il est d'ailleurs resté en place pendant 8 ans, jusqu'au retour du fils prodigue en 1976. Ban l'a lui-même enlevé. Les familles qui n'avaient pas encore reçu d'avis de décès pensaient que leurs enfants étaient encore en vie. Les gens étaient contents pour moi et attendaient le retour de leurs propres enfants. Mes sentiments étaient plus mitigés. Si d'un côté, j'étais content d'être encore en vie, j'étais triste à l'idée que beaucoup étaient morts au combat sans que leur famille en ait été avisée. Depuis, Ban passe sa vie à rechercher les restes de ses camarades tombés au combat. Nous avons parcouru une bonne centaine de kilomètres et notre train arrive en gare de Ninh Binh. C'est ici que nous visitons le lendemain la réserve de Van Long. Et nous accompagnons Thilo Nadler. Originaire de Dresde en Allemagne, il est arrivé au Vietnam après la chute du mur et depuis, il consacre sa vie à sauver des espèces rares de primates. En 1993, il fonde le premier refuge du Vietnam pour accueillir les animaux sauvés des mains des braconniers. Il abrite plusieurs espèces de primates. Thilo accorde une attention particulière aux langurs de Delacour, une espèce en danger d'extinction. Une des premières de nos actions choc, une sorte de cadeau des dieux, a été de confisquer 2 primates qui avaient été capturés illégalement pour être vendus. Comme il n'y avait aucun hébergement prévu, on a construit des cages.
On ne pouvait pas les relâcher tellement ils étaient dans un état déplorable. Avec le concours actif des gardiens du parc national, je me suis assigné la tâche de confisquer de plus en plus de primates rares qui avaient besoin d'être recueillis. Et c'est ainsi qu'est né le centre de sauvetage des primates en voie de disparition. Thilo a dirigé ce centre durant 25 ans. Et c'est à lui qu'on doit la préservation des spécimens de ce singe hautement menacé. Le but est de les réintroduire dans la nature. Nous accompagnons Thilo à Jan'an, connu sous le nom de baie d'Along terrestre, et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est là que l'homme de 82 ans a rendu la liberté à quelques langurs de Delacour sur une île. Il vient régulièrement s'assurer que tout va bien pour eux. On trouve plusieurs espèces de nos langurs dans ces régions calcaires du nord du Vietnam. Ils vivent en groupes familiaux, constitués d'un mâle et de 3 à 5 femelles, plus des jeunes qui ont quelques années. Les langurs se nourrissent de feuilles. Ils sont donc ici dans leur élément. Et il y a de l'eau. Si bien que les conditions de base pour la survie de ces animaux sont toutes réunies. On les nomme aussi les singes à culotte blanche. Ils sont à peu près 200. Le but à long terme est de reconstituer une population. Mais c'est une mission qui va prendre des décennies avant de se réaliser. Il faut 500 à 1000 individus pour obtenir une population viable. C'est une immense tâche qui nous attend. Retour à la ligne Réunification Express, symbole de l'unité vietnamienne. Une nouvelle journée commence par un petit déjeuner servi sur place. Il est agrémenté d'un café et d'une soupe, presque incontournable de bon matin. Cette ligne, hautement stratégique, a été détruite à 80% pendant la guerre du Vietnam. Sur les 1300 ponts du pays, 1000 ont été bombardés. Les pertes humaines ont été énormes parmi les soldats. En partant au combat, on savait pertinemment qu'il y aurait beaucoup de morts parmi nous. On a donc creusé nos propres tombes. Avant les combats, on s'asseyait ensemble et on se promettait les uns aux autres de rapporter les restes de ceux qui seraient tombés à leur mère après la libération. En 1978, après la guerre, Ban a déterré les ossements de 34 de ses camarades et a personnellement remis les certificats de décès aux familles concernées. C'était la première fois qu'il prenait le train. Une des provinces les plus disputées a été celle de Quang Tri. Une ligne de démarcation séparant le nord et le sud du Vietnam, fixée sur le 17e parallèle, traversait la rivière Ben Hai depuis 1954 et la fin de la colonisation française. C'est ici qu'ont eu lieu les combats les plus sanglants de la guerre du Vietnam. Les monuments commémoratifs de part et d'autre, ici celui du Nord-Vietnam, en témoignent. Ban nous montre le pont de In Long, qui jusqu'en 1975
servait de ligne de démarcation entre le Nord-Vietnam et le Sud-Vietnam soutenu par les Américains. Ce monument rend hommage aux familles déchirées. Le pont est une réplique de l'original qui a été détruit en 1972 lors d'une attaque américaine, nous explique Ban. Pour lui, la frontière n'existe plus depuis longtemps. Bien que nord-vietnamien, il a épousé une sud-vietnamienne et vit aujourd'hui dans le sud. Et il continue à chercher les ossements des soldats tombés, qu'ils soient du nord ou du sud. Je ne franchis plus ce pont dans un état d'esprit belliqueux, mais dans un souci de reconstruction de notre pays. J'aimerais panser les plaies que la guerre nous a infligées. Ban a déjà traversé la ligne de démarcation une bonne quarantaine de fois à bord du train de la réunification express. Le voyage se poursuit en direction du sud. Le paysage est marqué par l'agriculture et après 700 km, nous arrivons à Hue. À l'époque impériale, entre 1802 et 1945, Hue était la capitale du Vietnam. La citadelle, le palais de l'empereur, en témoignent encore aujourd'hui. C'est ici que vivaient les empereurs de la dynastie vietnamienne des Nguyen. Ils accordaient une grande importance au cérémonial de cour, comme la musique et la danse. Nous sommes autorisés à jeter un coup d'œil dans les loges du Ballet Royal de Hue. Les origines de la musique de cour remontent au XIIIe siècle. Mais c'est sous la dynastie Nguyen qu'elle a connu son apogée. La musique devant servir à célébrer la force et le pouvoir de l'empereur. De nombreux danseurs sont membres du Ballet Royal depuis plus de 20 ans. Une danse fréquemment exécutée est Luk Kun Hwadan. Luk Kun Hwadan trouve son origine dans la tradition bouddhiste. Il s'agit de prier 6 fois. À chaque prière, un objet symbolique est remis à Bouddha. Encens, fleurs, thé, fruits, nourriture et lampes. Par la suite, la danse a évolué. Elle est souvent dansée pour l'anniversaire de la mère de l'empereur. L'orchestration fait la part belle au tambour. Les danseuses et les danseurs se transforment respectivement en jeunes filles aux perles et jeunes gens couverts d'or. Ils dansent et chantent en tenant des lampes à la main. La musique est agrémentée d'effets lumineux. Une harmonie entre musique, lumière et danse se déploie dans ce spectacle. La musique de cour était considérée comme un hommage aux empereurs et aux dieux.
Aujourd'hui, cette danse est interprétée dans des festivals. Et l'UNESCO l'a inscrite sur sa liste du patrimoine culturel immatériel mondial en 2003. Hue est situé sur la rivière Huangchan, dite rivière des parfums. Ce nom est probablement dû aux fleurs odorantes qui flottent sur l'eau. Juste à côté, le marché de Dongba propose des saveurs multiples et variées. Depuis 1899, ce sont principalement des femmes qui vendent tous les jours à partir de 3 h du matin des produits de première fraîcheur. Nous regagnons la gare. La salle d'attente est spacieuse et très confortable. Les portes d'accès au quai s'ouvrent juste avant le départ du train. Les billets sont électroniques. L'heure du déjeuner ne saurait tarder. Un coup d'œil dans les cuisines nous est accordé. Hue occupe le poste de chef depuis 10 ans. Il adore voyager. Et il ne se plaint pas. Mon travail n'est pas particulièrement pénible. Chaque jour, je fais la cuisine pour 100 à 120 convives en moyenne. Je gagne assez d'argent pour nourrir toute ma famille. Les repas sont préparés et servis sur place. Pour Dun, le contrôleur qui distribue les repas, ce train est un symbole fort. Je travaille pour cette ligne de train depuis 17 ans. C'est intéressant parce que j'entre en contact avec beaucoup de gens différents et puis je vois du pays à force de faire des kilomètres. Contrairement à beaucoup d'autres métiers, c'est une activité agréable. Nous longeons la lagune de Dam Cao Ai, située dans le centre du Vietnam. S'étirant sur 70 km, c'est la plus grande d'Asie du Sud-Est. La plupart des Vietnamiens n'ont pas de religion bien définie. Ils se reconnaissent plutôt en une ou plusieurs religions populaires.
Dans cette maison, on fête la fin des travaux de gros œuvres. En fait, tout est pratiquement déjà en place. Un moine orchestre la cérémonie. Un café doit être installé au rez-de-chaussée. En haut, les travaux se poursuivent en parallèle. Une tradition vietnamienne veut que la construction d'une nouvelle maison soit célébrée. Dans les prières, on s'adresse aux ancêtres. La cérémonie de l'offrande sert à porter chance au maître de maison, à chasser le mal et à protéger du chômage. C'est une coutume très ancienne des Vietnamiens. La distribution de petites coupures fait partie intégrante du rituel. Les billets partent finalement en fumée. C'est une offrande destinée à ceux qui sont déjà dans l'au-delà. Nous allons aborder maintenant le plus beau tronçon de la ligne. C'est la route qui longe la mer de Chine méridionale, en dessous du col de Hai Van, le col des nuages. Il faut prendre le train de nuit au départ de Hanoï la veille pour vivre ce rêve éveillé. Certains entreprennent ce grand voyage uniquement pour ce moment de beauté à couper le souffle. J'ai décidé de prendre le train parce que c'est plus abordable et plus sûr que la voiture. Et puis je voulais admirer le paysage du col des nuages. L'éperon de la chaîne de montagnes Duen Shen constitue une ligne de démarcation climatique entre le nord et le sud du Vietnam. Le col des nuages, qui culmine à tout juste 500 mètres, est un aimant pour les touristes et un paradis pour les bikers.
la prochaine gare où nous descendons ne se trouve qu'à quelques kilomètres. Da Nang. La ville est dotée d'une gare terminus. C'est ici que la locomotive doit être raccrochée à l'autre extrémité du train. Ce qui laisse le temps de parcourir cette ville côtière d'1 million d'habitants. Elle est réputée pour ses plages de sable qui ont vu débarquer les premières troupes de Marines pendant la guerre. Elles avaient érigé une base importante. Da Nang est devenue une des cités phares du Sud-Vietnam. Encore quelques kilomètres et nous voici à Hoi An. La vieille ville est la seule à ne pas avoir été détruite pendant la guerre du Vietnam. Elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons ici un rendez-vous important avant de remonter dans le train. Sur la rivière Thu Bon, Liu essaye d'attirer les poissons en frappant sa rame sur son embarcation. Il a toujours vécu ici et il maîtrise à merveille l'art de manier une pagaie à bord d'un bateau panier. J'ai appris à nager à 9 ans. Depuis, je suis toujours resté fidèle au métier que j'exerce à la surface de l'eau. J'ai fait ça toute ma vie. Je navigue seul sur ce bateau panier et je pêche quand même quelques kilos de poissons par jour. Mais ce n'est visiblement pas son jour de chance. Demain lui réussira peut-être mieux, qui sait. Nous voici de retour à la gare de Da Nang. Le moment est venu de porter un regard nostalgique sur l'histoire du rail au Vietnam. Notre voyage reprend sa course dès l'après-midi. En raison des voies étroites, qui sont un héritage des Français, le train de l'unité est surnommé TGV, train à grande vibration. En raison de la vétusté des voies, le train roule à faible allure, entre 15 et 80 km/h. Environ un quart des 1300 ponts attendent d'être restaurés. Notre chef de wagon a hérité son poste de son père. Ça n'en a pas l'air, mais mon travail de chef de train est très pénible. On n'est que 4 employés pour tout faire à bord du train et accompagner les voyageurs du nord au sud. Cette ligne est une grande ligne. La nuit tombe vite et de bonne heure au Vietnam. Nous nous apprêtons à passer notre seconde nuit cahoteuse à bord du train. Mais tout d'abord, prenons un peu d'altitude. Un train à crémaillère circulait autrefois dans ces montagnes pour se rendre à Dalat.
C'est à une altitude de près de 1500 mètres que les Français ont construit en 1938 cette gare élégante de style art déco. Pendant la guerre du Vietnam, la ligne a fait l'objet de bombardements et de sabotages par le Viet Cong. En 1968, le trafic ferroviaire avait dû être interrompu. Par la suite, après avoir été démontée, elle a été rouverte sur un court tronçon comme attraction touristique. C'est là que nous rencontrons Thuc. Il est devenu conducteur de locomotive pendant la guerre du Vietnam. Il n'a rejoint le chemin de fer à crémaillère que bien plus tard, au début des années 1990, et y est resté jusqu'à son démontage en 1975. J'ai été le dernier conducteur de locomotive à vapeur des chemins de fer vietnamiens. J'ai conduit des locomotives à vapeur ici jusqu'en 2016. J'étais très triste de devoir arrêter. Cette locomotive était mon lieu de travail et je n'ai jamais cessé d'y penser comme à une amie. Elle fait partie de ma vie et je me sens plein de nostalgie. La douceur du climat a encouragé les Français à fonder Dalat et y construire maisons et hôtels. Après 24 années de travaux, le train est arrivé dans la ville en 1932 et Dalat s'est transformé en Petit Paris. Aujourd'hui, Dalat compte plus de 200 000 habitants. Et nous nous offrons une petite sortie en moto avec le club local, les Easy Riders. Depuis 25 ans, ses membres font de la moto ensemble. Des randonnées de plusieurs jours ou de courtes excursions autour de Dalat sont à leur programme et font leur bonheur. Ces motards ne plaisantent pas avec l'ordre et la discipline, et ont même parmi eux un membre chargé de faire respecter ces valeurs. Pas question de les enfreindre. À l'origine, le club n'a pas été fondé pour s'adonner au plaisir de faire de la moto. C'est plutôt par nécessité que ces amateurs de moto ont fait de leur passion un travail, nous explique Ong, 73 ans. Les personnes âgées avaient du mal à trouver du travail après la réunification. Alors on s'est mis à faire visiter la région aux étrangers. Parmi nous, tout le monde ne parlait pas l'anglais à l'époque. Mais les enseignants, les professeurs d'université et les officiers étaient nombreux dans nos rangs. Un club de motards pour intellectuels était né. Bien que retraités, les membres du club font encore des virées avec les touristes à l'occasion. Ils nous conduisent vers une attraction très appréciée. La région de Dalat est connue pour ses cascades, et nous visitons celle dite de l'éléphant à Namban. On l'appelle ainsi à cause d'un rocher en forme d'éléphant au bord de l'eau, qui restera cependant un mystère pour nous. D'une hauteur de 30 mètres, la cascade de l'éléphant est l'une des plus visitées de la région. Retour dans le train pour aborder notre dernière étape aux premières lueurs du matin. Nous parcourons les derniers kilomètres avant Ho Chi Minh Ville. C'est notre deuxième matinée à bord du train. Certains passagers ont encore un peu de mal à émerger. Tandis que d'autres commencent à se réveiller.
Ai, 71 ans, n'a pas oublié l'époque où il était impossible d'aller du nord au sud du pays en train. Je suis très heureuse de la réunification de notre pays. Quand je prends ce train, je ne vois plus aucune différence entre les deux parties du pays. C'est pour ça que j'aime le prendre. On arrive en gare de Ho Chi Minh Ville. Il est autour de 6h30. Sur 1700 km, notre train n'aura pris que 20 minutes de retard. Une performance qui mérite d'être saluée. Au-delà d'un symbole d'unité du peuple, il a rapproché deux populations d'ennemis jurés pendant la guerre et a apporté sa pierre à l'édifice de la réconciliation entre le Sud et le Nord. Gare de Saigon, lit-on en toutes lettres sur la façade. Les Vietnamiens ont du mal à se faire au nouveau nom de la ville. Dans la rue Bui Vinh, en plein cœur de la ville, le Ban Can ravit les papilles des Saïgonais entre 6h et 9h30 du matin. Ce sont des galettes de riz soufflées. Personne ne sait à quand remonte cette tradition de petit déjeuner, mais elle est assez répandue dans le sud du Vietnam. Une fois cuites, les galettes sont servies avec les accompagnements les plus variés ou tout simplement trempées dans la soupe du petit déjeuner. Ici aussi, on trouve des traces de l'époque coloniale française. Le bureau de poste principal, avec son hall d'époque, en est un exemple. Ho Chi Minh, décédé en 1969, trône au-dessus de toute cette agitation. Il a donné son nom à Saigon en 1976, après la défaite des Sud-Vietnamiens alliés aux Américains. Et on travaille ici dans cette atmosphère de musée typique d'antan. Dans la plus grande ville du Vietnam, qui compte plus de 9 millions d'habitants, les gens s'évadent souvent de leur quotidien le temps d'une visite à la pagode. Nous accompagnons In à celle de Ba Tien Ao. Cette femme de 47 ans habite tout près. Elle vient souvent ici. Le rituel veut qu'elle allume des bâtons d'encens dès son arrivée dans ce lieu sacré. Après avoir prié, In achète un morceau de papier sur lequel elle note son nom et ses vœux. Le parchemin est accroché à un mobile. Elle pense que ses souhaits ont ainsi toutes les chances d'être exaucés. Tous ces gestes participent de la cérémonie de la prière. Ici, on ne prie pas seulement pour être en bonne santé. Dans ma famille, tout le monde est en bonne santé jusqu'à présent. Et tout est normal. Mais je vais quand même à la pagode et je prie pour une vie paisible et pour mon travail. En plus de mon travail principal, j'ai aussi des petits jobs. Et tout devrait bien se passer. Les enfants doivent bien apprendre. Je prie pour que tout se passe bien. De l'autre côté de la rue, In achète ensuite des petits passereaux chanteurs qu'elle remettra aussitôt en liberté.
Cet acte fait partie de son rituel de prière. La délivrance des oiseaux est un bienfait qui sert à générer des pensées agréables et un karma positif. C'est sur cette jolie note que s'achève notre voyage en train à travers le Vietnam.